Se relever après une épreuve. Maîtriser ses émotions. Analyser une erreur. Ces choses-là ont permis aux plus grands et aux plus grandes d'être reconnus comme étant les plus grands et les plus grandes. Ces choses-là peuvent nous servir à vivre la vie qu'on veut vivre. À quoi va te servir cet épisode ? Il va te servir à transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif, à ne plus refaire les mêmes erreurs encore et encore, parce que les personnes qui connaissent un minimum le passé sont amenées à répéter le succès, alors que les personnes qui ne connaissent pas du tout le passé ou qui n'analysent pas leur propre passé sont amenées à répéter leurs erreurs. C'est un épisode qui te permettra de prendre, je pense, de meilleures décisions en termes de carrière, business, de relations. Avec qui dois-tu ou peux-tu t'associer, ne pas t'associer, choisir de faire entrer une personne dans ton cercle social ou non. Et c'est aussi quelque chose qui va te permettre de prendre de meilleures décisions pour ta santé et pour ta performance, pour être plus performante, plus performant. Donc, pour commencer, aussi non, une autre chose que cet épisode va t'apporter, c'est à savoir comment utiliser l'émotion aussi, ton émotion, pour accomplir de belles choses. Parce que je vais parler donc pas mal d'émotions avec un point de vue peut-être un peu qui peut paraître négatif, mais les émotions, l'amour par exemple, je pense que c'est l'un des fondamentaux de notre vie, et je pense que c'est pas un hasard si dans Interstellar, désolé du spoiler, mais la seule chose qui transcende qui transcende les dimensions, c'est l'amour, c'est une émotion. C'est pas la force, c'est pas la persévérance, c'est pas l'intellectuel, non, c'est l'amour, une émotion. C'est même pas la logique au final, donc. Du coup, pour commencer, j'aimerais raconter 2-3 petites choses. Première chose, c'était en février 2022, je mangeais une raclette avec des amis. Et parmi ces amis, il y en a un qui s'appelle Marc-Antoine. Et Marc-Antoine se brûle avec l'appareil à raclette. On était une dizaine. C'était le soir. Et il se brûle. Et en fait, je suis le seul à voir qu'il se brûle. Et donc, il touche l'appareil à raclette, il se brûle. Et puis, c'est comme s'il allait crier, mais il n'a pas crié. Il s'est juste retenu et personne n'a su en fait qu'il s'était brûlé. Et moi, j'étais le seul à avoir vu qu'il s'était brûlé. Et je me suis dit, mais quelle maîtrise des émotions. Premier exemple. Deuxième exemple, ça sera le seul en fait. Le deuxième, c'est pas par rapport aux émotions, c'est par rapport aux erreurs et aux épreuves. Je pense que dans la vie, bien sûr, c'est cliché de dire... mais en fait, d'un côté, je pense que ce qui est cliché, c'est que ça a été très souvent vérifié. C'est cliché de dire tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, comme le dit Nietzsche. Sauf que c'est très vrai. Mais il faut juste savoir, ne pas que connaître cette phrase, mais comprendre les implications de cette phrase et les appliquer à soi-même au quotidien. Donc, deuxième exemple, et c'est ce qui a fait que j'enregistre ce podcast aujourd'hui, cet épisode, je suis tombé aujourd'hui. J'ai glissé. En fait, c'est le matin, souvent donc, je sors pour être vraiment bien exposé à la lumière naturelle. Et là, j'étais en claquette et il pleut. En tongs. Il pleut. Et donc, je descends les escaliers. Et là, donc des escaliers bien en béton. Et j'ai glissé à cause des claquettes qui sont en plastique. Et je me suis fait franchement vachement mal. Genre pendant 30 minutes, je sentais encore les vibrations dans tout mon côté gauche. Et ma première réaction, bien sûr, dans ma tête, c'était de la douleur. Et je me disais, merde, mince. Et sauf que ma deuxième réaction quasi immédiate, presque comme Marc-Antoine, c'était prends cette douleur, quoi. En gros, prends cette douleur et aussi serre-t'en. Et
Et ça m'a fait penser en fait que dans la vie, il nous faut, tout comme il nous faut un père et une mère, eh bien, quand on tombe, quand on est gamin, notre père, il va nous relever, puis il va nous mettre une petite tape dans le dos, il va nous dire, en théorie, en général c'est ce qui se passe, il va nous dire, allez, la vie est dure, t'inquiète, tu vas t'en remettre. Mais en même temps, on a aussi besoin d'une maman qui va nous prendre gentiment, qui va nous dire, t'inquiète mon chéri, je vais prendre soin de toi, je vais te mettre un pansement, etc. C'est caricatural, c'est cliché, mais je pense que ça a été vérifié plusieurs fois. Donc on a besoin d'un juste milieu, mais que aujourd'hui ce juste milieu, il est peut-être un petit peu trop, je pense, amené vers le côté maternel, le côté attention au danger. Et donc ça me fait penser à en fait deux parties, deux faces du problème face aux épreuves. Et donc face aux émotions, parce que une épreuve est un stimulus que nous on perçoit, et notre émotion c'est notre réaction psychophysiologique à ce stimulus là. Donc le côté négatif c'est un problème, le côté positif ça va être plutôt comment améliorer notre conduite face à une épreuve, et même aussi deuxième chose, comment se préparer face à une épreuve. Donc le côté négatif, le problème quand on est face à une épreuve, le problème d'aujourd'hui je pense, c'est que une épreuve, on peut voir ça de temps en temps quand même comme un danger, et je pense que l'être humain aujourd'hui mesure beaucoup plus l'importance d'un danger aigu face à celui du danger chronique. Le danger aigu, c'est tomber, c'est un accident, c'est je sais pas, c'est voilà, un danger aigu, se casser un bras. Or, le danger chronique aujourd'hui est très sous-estimé. Les maladies chroniques, le diabète, les cancers, le mode de vie qui va développer, qui va être un facteur de risque, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies neurologiques, neurodégénératives, des maladies même auto-immunes, des maladies, je pense aussi génétiques, qui doivent être, à mon avis, qui sont sous l'influence de facteurs environnementaux, surtout s'ils sont répétés sur plusieurs générations. Donc les dangers chroniques, en fait, c'est aujourd'hui les choses qui tuent beaucoup, mais lentement. Et les dangers aigus, aujourd'hui, on en meurt statistiquement beaucoup moins par rapport à avant, et pourtant on en a toujours autant peur. Problème causé par ça, je vais relire mes notes pour être sûr d'être assez complet. Le problème qui est causé par ça, c'est que ça nous amène, en tant qu'être humain, à être de moins en moins exposé au danger, d'être de moins en moins exposé à nos propres faiblesses, et donc à moins progresser, et donc à avoir moins de chances de vivre la vie qu'on veut vivre. Et face à un danger, face à une erreur, face à une épreuve qui fait mal, aujourd'hui, on stocke cette peur dans une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est proche de l'hippocampe, qui est dans le lobe temporal. Et donc c'est au niveau, voilà, par là. Je suis pas neuroscientifique, mais en gros c'est à peu près ça. Et cette amygdale, du coup, elle stocke la peur, et en fait, elle va, je pense, par un phénomène de neuroplasticité, elle va beaucoup plus facilement se réactiver si cette situation réapparaît à nouveau. Donc, exemple concret de cet ancrage de la peur dans notre cerveau, si je puis dire, c'est par exemple pour les personnes âgées quand elles chutent. Tout comme moi, voilà, comme ça m'est arrivé. Une personne âgée qui chute, qui était en bonne santé, ça a été vérifié, ça s'appelle le modèle de Bouchon. Le problème principal derrière une chute, certes, c'est la fracture qui s'est passée, mais il y a aussi derrière les conséquences chroniques, entre guillemets, où la personne âgée ne va plus oser se relever, ne va plus oser marcher. Et ce modèle de Bouchon décrit justement en fait une augmentation de la mortalité en conséquence à une chute dans les, je pense, mois, années qui suivent une chute. Et simplement en fait à cause du fait que la personne n'ose plus bouger,
n'ose plus utiliser ses fonctions habituelles. Et du coup, c'est ça le danger chronique. Autrement dit, ça nous empêche de faire et donc ça nous empêche de progresser. Et il y a cette loi que j'aime bien, en anglais c'est the law of use, donc la loi de l'utilisation, c'est que dans la nature et surtout pour notre nature d'être humain, ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Si je me casse le bras et que j'arrête de l'utiliser, je perds mon bras. Alors que si je continue de l'utiliser dans une certaine mesure, ok, en le soignant, mais que je continue quand même à l'utiliser, et puis ou si je me fais une disjonction acromioclaviculaire par exemple, ou une luxation de l'épaule, et puis que j'immobilise trop cette articulation, je perds en mobilité. Donc il faut la réutiliser, il faut se réexposer. Voilà par rapport aux problèmes liés aux erreurs, aux épreuves, et je pense que notre réaction est souvent trop liée à l'émotion en fait. C'est la peur, concrètement, la peur d'être réexposé à ce danger. Et ce qui nous empêche de progresser. Maintenant, que faire face à une épreuve, une erreur ? Je pense, première chose, c'est d'avoir comme un code de conduite face à une erreur ou une épreuve. Ce code de conduite, il est propre à chacun. Je ne vais pas dire qu'il vous faudrait ce code de conduite ou pas. Il est propre à chacun. Moi, je pense à peu près avoir le mien. Et ça commence toujours par l'analyse. La prise de responsabilité. Ok, j'ai fait cette erreur. Et même s'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans cette erreur, et si c'est une personne précise qui est impliquée dans une erreur qui a des conséquences sur moi, je vais d'abord admettre que c'était mon erreur d'avoir fait confiance à cette personne pour effectuer par exemple une tâche précise. Donc déjà prendre la responsabilité. Analyser ensuite aussi. Analyser l'erreur, analyser les causes de l'erreur, évidemment. Moi je suis tombé parce que j'avais des claquettes en plastique et que donc voilà, c'était une erreur. Analyser les causes et derrière ancrer dans sa mémoire les causes de l'erreur, mais ancrer dans sa mémoire et pas dans son amygdale, donc ne pas ancrer la peur de l'erreur, ancrer juste les causes de l'erreur. Ça c'est quelque chose d'important. Parce que si j'ancre la peur dans mon cerveau de cette erreur, alors plus jamais je vais oser m'exposer à l'adversité. Donc voilà, analyser, ensuite ancrer, s'il faut même pleurer un bon coup, parce que des fois dans une situation c'est adapté de pleurer, il y a un temps pour tout, un temps pour faire la paix, un temps pour faire la guerre, un temps pour être content, un temps pour pleurer. Mais ensuite, les 2-3 choses qu'il faut faire après avoir analysé, c'est ne plus y repenser déjà. Donc ne plus avoir de regrets vis-à-vis de ça. Vraiment l'enlever de sa mémoire. Enlever les conséquences négatives de cette erreur de sa mémoire. Et agir, ou plutôt se relever, et s'ajuster. Ça rejoint la notion que je pense être très utile d'ajustement continu. Constamment, on a des stimulus du monde extérieur, des autres, et les erreurs, on doit apprendre de ces erreurs donc, et apprendre de ces erreurs sur le plan comportemental, c'est s'ajuster. S'ajuster, ok, je vais plus refaire cette erreur, donc maintenant, au lieu d'être dans cette direction, je vais dans cette direction-là, je vais dans cette direction-là. Cet ajustement continu, c'est ce qui nous permet, je pense, de progresser. Maintenant, deuxième chose, maintenant qu'on a vu la conduite face à une erreur, quand on voit
qu'on a fait une erreur ou qu'on a traversé une épreuve, c'est de se préparer en fait en amont d'une erreur, de se préparer à tolérer, à accepter cette erreur et à en apprendre. Donc, il y a la phrase des 5 P en anglais déjà. C'est Proper preparation prevents poor performance. Donc, une bonne préparation empêche une mauvaise performance. Et Sun Tzu, le général chinois aussi, le dit mieux. Je vais le dire en anglais aussi. Victorious warrior win war first and then go to war, while defeated warrior go to war first and then seek to win. En gros, préparation. La préparation permet de gagner la guerre avant même d'aller sur le champ de bataille, alors que par exemple un guerrier qui n'est pas victorieux dans sa tête, il va pas se préparer, il va aller sur le champ de bataille et il va essayer de gagner. Et il n'y arrive pas, parce que c'est pas préparé. Donc, importance de la préparation avant une épreuve. Préparation que je décomposerai en préparation physique et préparation mentale. On commence par la préparation mentale. Là, il y a beaucoup d'outils pour se préparer mentalement à une épreuve. En résumé, je dirais que l'objectif, c'est de se renforcer mentalement. Il y a beaucoup de choses. Je vais juste en citer quelques-unes. Comment augmenter ses chances de réussite pour mettre à profit ces concepts-là? À mon avis, c'est la visualisation positive. C'est-à-dire le fait de visualiser déjà la réussite ou la bonne gestion de cette épreuve ou même la bonne gestion de nos émotions. Rien que le fait de visualiser cela, et ça commence par juste en être conscient, ça va renforcer notre motivation à utiliser ces outils dont je vais parler. Donc c'est comme Kobe Bryant par exemple, le basketteur, quand il s'entraînait, des fois il s'entraînait sans ballon et juste il visualisait le ballon rentrer dans le panier. Donc les outils, je dirais le premier auquel je pense en fait, qui est un petit peu controversé par certains et tout, et qu'on pourrait voir comme quelque chose de physique, mais je vais en parler juste du côté mental, c'est le jeûne. Jeûner. Pourquoi ? Parce que, en résumé, pour moi, le jeûne, ce que permet le jeûne, c'est d'asseoir la supériorité de son mental sur son physique. Autrement dit, ton physique, il te dit « j'ai faim », et ton mental, il te dit « non, c'est pas le moment ». Et ça renforce vraiment mentalement. Donc, essaye de jeûner, si tu ne jeûnes jamais, essaye de jeûner, disons, 16 heures, ou voire 24 heures, voire plus. Tu vas pas en mourir, et tu vas te sentir plus fort. Tu vas te sentir vraiment plus fort, et tu verras que ta discipline, en fait, elle était là, il suffisait juste d'aller la prendre. Donc le jeûne. Deuxième chose mentale pour se préparer à une épreuve et donc se renforcer mentalement, douche froide. Douche froide ou bain froid, ou même si vous avez un lac ou une mer qui est froide, allez-y. Il y a plein de bénéfices évidemment sur la santé, donc sur la santé physique et sur la santé, même sur l'immunité et sur la santé mentale. Mais moi, le meilleur bénéfice que je trouve dans la douche froide matinale, c'est que tous les matins, ça me rappelle que la vie est dure. Et du coup, si tous les matins tu prends ta douche froide, tu te rappelles que la vie est dure, et tu vas au travail, ou voilà, tu as les épreuves de la vie, parce que c'est obligé que tu vas être confronté à des épreuves, à des conflits, à la vie, quoi. Et bien quand tu as fait ta douche froide le matin, accompagné d'autres choses si possible, dont je pourrais discuter dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes, mais si tu as fait ta douche froide le matin, tu as déjà souffert, gentiment, t'en es pas mort, et tu as déjà souffert volontairement, tu t'es déjà rappelé que la vie était dure, et du coup, tu vas gérer les épreuves d'après pendant ta journée avec plus de calme et avec plus de recul. Tu vas dire, en fait, mais même sans y penser, tu vas pas te dire consciemment, oui, cette épreuve est facile parce que ce matin j'ai pris une douche froide, mais inconsciemment,
tu vas vraiment voir la situation de plus haut. Encore une fois, sans parler des bénéfices physiques. Douche froide. Et donc, troisième chose, en plus de la visualisation positive, c'est tout simplement être... alors c'est pour moi quelque chose de mental, mais ça a l'air plus dur physiquement. Mais c'est quand tu es face à un ascenseur, tu prends les escaliers. Pas pour les bénéfices physiques. Tu peux le faire pour les bénéfices physiques, mais le bénéfice mental est plus grand. Si tu prends l'habitude de prendre les escaliers quand tu es face à un ascenseur, tu renforces ton muscle cérébral qui te dit les épreuves, tu t'y prépares. C'est tout petit, c'est des choses toutes petites comme ça, mais quand tu les accumules, elles te permettent de mieux gérer tes épreuves. Maintenant, sur le plan physique. Sur le plan physique, évidemment, exercice physique. Mais du coup, je résumerai ce concept à juste ça. Une fois par semaine, fais une chose que ton corps ne veut vraiment pas faire. Ça peut être courir à fond pendant 5 minutes, mais vraiment à fond. Et quand je dis à fond, c'est à un point que j'irais 0,5% de la population le fait, quoi. Tu veux pas faire ton footing, non, tu cours à fond. Ou alors, autre chose, tu peux marcher 2 heures. Tu peux aller nager, tu peux aller faire de la musculation si tu veux. Mais en tout cas, quelque chose qui te sort de ta zone de confort physique, quelque chose qui va te pousser en dehors de tes retranchements. Parce que ça, si tu le fais, et si tu continues de le faire, ça va t'apprendre à maîtriser tes émotions en fait. Ça va t'apprendre la discipline. Ça va t'apprendre à faire les choses, à être excité à faire les choses, alors même que tu n'as pas envie de les faire en premier lieu. Mais ceux qui accomplissent et celles qui accomplissent les plus grandes choses, c'est les gens les plus disciplinés. C'est les gens qui vont au charbon alors même que les conditions idéales ne sont pas réunies, mais juste par habitude. La phrase c'est « Les chaînes de l'habitude sont en général trop peu solides pour être senties jusqu'à ce qu'elles soient trop fortes pour être brisées. » Maintenant, encore 4 choses physiques qui vont te permettre de te renforcer et de te préparer face à une épreuve. Donc, j'ai fait exercice physique. Deuxième chose, comprendre que quand tu as bien dormi, tu es bien meilleur, bien plus fort, bien plus résistant face aux épreuves. Quand tu as bien dormi, tu prends de meilleures décisions, c'est plus clair dans ta tête. Ton seuil en fait de tolérance face à l'effort physique comme mental, il est beaucoup plus haut. Troisième chose, quelque chose de concret, je pense, je vais commencer par ça, c'est l'apnée. Fais de l'apnée. En évitant de mourir s'il te plaît. Mais fais de l'apnée. Parce que pareil, tu te prives en fait de ton oxygène pendant une certaine période, un certain temps, mais derrière, non seulement tu te sens bien, plus clair, mais en plus, tu as consciemment mis ton corps à l'épreuve. Donc, tu t'es préparé aux futures épreuves que tu vas avoir. Encore autre chose, arrête le sucre. À mon avis, le sucre est la meilleure chose pour te rendre dysfonctionnel. Quand tu arrêtes le sucre, au bout de quelques mois, non seulement tu te sens bien, etc. Voilà, je vais pas détailler tout ça, mais tu te rends compte du subterfuge que c'est, quoi, en fait, de la grande farce que constitue le sucre. Quand je dis arrête le sucre, c'est continue le fructose, donc les sucres des fruits, mais pas les autres. Pas le glucose de tous les sucres que tu vois dans l'alimentation et même les boissons d'aujourd'hui. Donc oui, le sucre te rend dysfonctionnel, le sucre t'empêche de réfléchir, le sucre est un facteur de risque, le premier facteur de risque de cancer. Le sucre est responsable, je pense, de énormément de maladies dans le monde d'aujourd'hui, associé aussi au non-respect des autres piliers dont je t'ai déjà parlé, que sont donc le sommeil ou cycle naturel, activité physique, activité mentale,
alimentation, hydratation. Et aussi amour et principe directeur, mais ça c'est plus spirituel et social. Et bref, donc arrête le sucre, tout simplement. C'est facile à dire, c'est pas si difficile à faire. Et l'une des meilleures choses que tu pourrais faire après ce podcast, si tu n'as pas encore arrêté le sucre, c'est d'arrêter le sucre. Et évidemment le tabac. Voilà. Et dernière chose aussi, pour se renforcer physiquement, et donc être plus solide face à une épreuve, c'est tout simplement, c'est aussi bête que ça, bien boire de l'eau. Déjà, à partir de quel moment est-ce que tu bois la bonne quantité par jour ? Je vais te dire ma bonne réponse. C'est peut-être pas la réponse acceptée par les communautés internationales scientifiques. Mais pour moi, la bonne réponse, c'est tu bois la bonne quantité d'eau à partir du moment où les autres te disent que tu es peut-être potomane. À partir de ce moment-là, tu sais que tu es en train de bien hydrater ton corps. Ton urine n'est jamais jaune, ok ? Toujours blanche, transparente, je veux dire. Et ça, c'est un super thermomètre, voilà, pour savoir si tu es bien hydraté ou pas. Donc, boire beaucoup d'eau dès le réveil, ça c'est un tips quand même important, mais dès le réveil parce que tu en auras besoin pendant ta journée et parce que c'est le meilleur moment pour boire à mon avis, parce que si tu bois le soir, et après tu vas te lever pendant la nuit et tout. Et donc, pourquoi boire ? Que vient faire cette notion-là dans le fait de se préparer physiquement aux épreuves ? Se préparer physiquement aux épreuves, c'est aussi être meilleur cérébralement face à une épreuve, étant donné que c'est ton cerveau qui commande tes muscles. Et comme le dit mon médecin, donc il me l'a dit il y a 3 ou 4 ans, bon, à côté de ça, si tu manges des oméga 3, c'est mieux, mais j'en reparlerai. Mais des cellules hydratées, c'est des cellules qui fonctionnent. Voilà ce qu'il m'a dit tout simplement. Et pour augmenter leur hydratation, il faut que tu prennes des oméga 3 parce que c'est les acides gras qui sont dans les membranes, qui constituent les membranes cellulaires, notamment surtout les membranes des neurones. Et du coup, s'ils ont des bonnes membranes cellulaires, des bonnes barrières cellulaires, comme une haie pour un jardin, derrière elles peuvent bien retenir l'hydratation. Et après, hop, tu leur ramènes beaucoup d'eau, donc 4 litres par jour, et bien elles sont hydratées, elles fonctionnent bien. Donc si tes neurones fonctionnent bien, et si tes muscles fonctionnent bien, t'es préparé physiquement à gérer une épreuve, à maximiser tes chances de bien gérer une épreuve. Voilà les choses que je voulais dire par rapport à réaction face à une épreuve. Parce que tout ce qui compte en fait, c'est pas l'épreuve en soi, c'est ta réaction à cette épreuve. Est-ce que tu vas en faire une opportunité pour toi pour grandir ? Maintenant, pardon, j'ai le nez qui coule. Tout simplement, une émotion. Donc j'en ai parlé, j'en ai quand même pas mal parlé, mais une émotion, que faire ? Parce que l'une des pires choses qui pourrait t'arriver, à mon avis, ce serait d'être en proie à tes émotions. Constamment. Ça serait le pire. Je pense que c'est peut-être la définition du malheur. Parce que si tu es en proie à tes émotions constamment, si tu as peur tout le temps, si tu souffres tout le temps, en fait, la souffrance, bon, c'est quoi ? C'est l'interprétation de la souffrance, à part de la douleur physique, mais vraiment, si tu es en souffrance tout le temps, tu ne peux plus rien faire, tu ne sers plus à toi-même et aux autres. C'est même une forme de mort. Donc, les émotions, qu'est-ce que t'en fais ? Moi, j'ai ce concept dans ma tête qui est que, à la base, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les émotions, elles peuvent me servir énormément à me motiver. Donc, je vais prendre un exemple. À vélo, par exemple. Bon, j'en fais plus beaucoup, j'en fais plus depuis 1 an, mais j'ai fait quand même pas mal de vélo. Et en bas d'un col, quand c'est la compétition, soit avec tes potes ou quoi, et que t'arrives en bas, en fait, là, c'est typiquement le moment en bas d'un col où je dépose mon cerveau, mon esprit logique en bas du col,
et où je marche que à l'émotion. Et l'émotion, il y a le positif et le négatif. Je te conseille, je te souhaite, on va dire ça, je te souhaite d'utiliser les émotions positives pour te motiver. Donc par exemple l'amour. Donc je sais pas, en haut du col, t'imagines qu'il y a l'amour, qu'il y a... pense à des émotions positives, la joie de gagner. Certes, moi, elle rentre en ligne de compte, mais je t'avoue, c'est juste mon cas personnel, et peut-être que ça s'applique aussi plus à toi, que comme la vie est partiellement négative, moi aussi je suis partiellement négatif. Et en bas d'un col, les choses qui m'ont motivé le plus, ça a été des émotions négatives, et j'en citerai deux. Ça serait en premier une forme de haine que je déclenche moi-même. Et donc c'est ça qui est difficile, c'est de savoir maîtriser son émotion pour pas être quelqu'un de haineux. Non, pas là, je dis pas ça. Je dis juste qu'à un moment précis, quand il s'agit de gagner, quand il s'agit de te dépasser personnellement, que des fois la haine, une émotion négative, elle peut te pousser super loin aussi. Sans te transformer en Anakin Skywalker qui va être Dark Vador. Mais juste de maîtriser ce côté obscur que tu as. Parce qu'on a tous un côté obscur. La lune, elle a un côté obscur. Et si tu utilises cette haine, alors la haine envers quoi ? Moi je dirais, par exemple en bas d'un col, pour reprendre cet exemple, une haine que je peux diriger envers moi-même et envers les autres, je dirais même mes concurrents. Donc, d'abord envers moi-même. Vraiment, je me suis dit plusieurs fois en bas d'un col, Loïs, t'es vraiment une merde, fonce. Ça, c'est quelque chose qui me motive. Genre, où je me disais, Loïs, allez, si t'es pas une merde, tu t'attaques maintenant. Et deuxième chose, ça peut être sain aussi, c'est, tu vas pas le dire, je vous déteste à tes concurrents, mais tu peux le penser très fort et juste, malgré tout, le respecter avec eux. En bas du col, en haut du col. Mais pendant le col, pendant la compétition, c'est la compète. Compétition saine, ok ? C'est juste, le but, c'est d'appuyer plus fort sur la pédale que eux. C'est pas de tricher ou de les pousser, quoi. Donc, la haine, moi, ça m'a pas mal servi à me dépasser. Et la peur, deuxième émotion négative, la peur. Donc je dirais, toujours reprendre l'exemple de monter un col à vélo ou en course à pied, la peur, ça serait la peur de ressembler à des gens à qui tu voudrais pas ressembler. Ça pourrait être la peur de ne pas accomplir tes objectifs. La peur est une émotion très forte si tu arrives à t'en servir comme un moteur. Donc moi, j'ai trouvé plus de force dans ces émotions négatives que dans le fait d'avoir la joie d'avoir la joie de gagner ou l'amour, etc. C'est juste mon cas personnel. Donc là, je résume ce tiroir par être motivé par l'émotion. Donc, dans le sens de tes objectifs. Maintenant, émotion égale aussi, je pense, danger pour sa vie. Donc, danger si on commence par raisonner par l'émotion. Ne surtout pas prendre une décision avec l'émotion. À mon avis, c'est ce qui sépare les personnes qui prennent les bonnes décisions des personnes qui prennent des mauvaises décisions. Et je dis pas, voilà, je suis pas un saint, ok ? Donc, ça, je te le dirai plusieurs fois, mais parce que je fais le mec et tout avec un podcast, mais ça m'arrive de raisonner par l'émotion, malheureusement. Et à chaque fois, j'analyse ça comme une erreur et je me dis, Loïs, t'as raisonné par l'émotion, très souvent. Donc, il faut raisonner avec la logique. Il faut raisonner avec les preuves. Donc, les preuves, c'est quoi ? C'est avec les preuves et avec le passé. Donc, tu peux raisonner avec les faits, avec des chiffres, par A plus B, ou j'additionne ces chiffres-là et ça donne ça, et donc je peux prendre cette décision-là, basée sur les chiffres. Et aussi basée sur l'histoire, parce que vu que l'histoire se répète, et que, comme je te l'ai déjà dit, mais la vie c'est des cycles, la personne qui connaît l'histoire aura statistiquement plus de chances de prendre une bonne décision et donc d'atteindre ses objectifs. Donc, en résumé, motive-toi avec l'émotion,
mais résonnent par la logique. Maintenant, une chose concrète pour terminer cet épisode, j'aimerais que tu m'écrives, soit personnellement, soit en commentaire si tu veux le rendre public, une chose, une épreuve ou une erreur, donc une épreuve que tu as traversée ou une erreur que tu as commise, que tu analyses aujourd'hui comme une erreur, et surtout ta réaction, ta mauvaise réaction face à cette erreur ou face à cette épreuve, et en quoi aujourd'hui tu changerais cette réaction-là. Donc je te donne des exemples. Quelqu'un t'a importuné et tu t'es emporté. Donc je te donne quelques exemples. Par exemple, quelqu'un t'a importuné et tu t'es emporté. Tu n'as pas pu battre ton record personnel à cause d'une émotion. Tu n'as pas pris la bonne décision pour ta santé, pour tes relations, pour ton business, pour ta carrière, à cause d'une émotion. Laquelle ? Tu as pris l'ascenseur au lieu des escaliers. Pourquoi ? Pourquoi je te demande ça ? C'est parce que on fait tous beaucoup d'erreurs, et pour vivre la vie que tu veux vivre, le but au final c'est juste de faire le moins d'erreurs possible. Et donc ça passe par le fait de les analyser et d'être conscient d'en avoir fait. Donc ce travail concret te permettra d'authentifier quelque chose comme étant une erreur ou une épreuve que tu as mal traversée et de ne plus le refaire à l'avenir. Aussi, deuxième chose, n'hésite pas à commenter, à me dire soit en privé, soit donc en privé tu peux faire par email sur Instagram, soit en commentaire ce que tu penses de cet épisode, comment je peux l'améliorer et qu'est-ce que tu penses vraiment du fond comme de la forme de cet épisode. Ça m'aidera énormément. Et voilà, je te souhaite donc d'accomplir tes objectifs, de vivre la vie que tu veux vivre en maîtrisant d'abord les fondamentaux. Aujourd'hui, on se focalise, je pense, beaucoup trop sur les détails, alors que les fondamentaux, sommeil, alimentation, hydratation, activité physique, activité mentale, être entouré et avoir un objectif, un principe directeur. Si on nous l'apprenait plus à l'école et si tu passais plus de temps à les intégrer, à les appliquer, tu aurais beaucoup plus de chances d'atteindre tes objectifs et de vivre une bonne vie, la vie que tu veux. À plus.